d'avocats et nous couvrons la majorité, pas la totalité naturellement, mais la majorité des disciplines juridiques qui peuvent intéresser les entreprises. Sur ce plan-là, je ne m'étendrai pas trop. Je préfère me concentrer sur un département qui est celui que Karine et moi connaissons le mieux, puisque c'est le nôtre. Ce département, il s'appelle Media Entertainment, mais il a une autre caractéristique dont je parlerai tout à l'heure, c'est qu'il est en prise directe sur ce qu'on appelait autrefois, le terme est maintenant un tout petit peu obsolète, c'est le moins qu'on puisse dire, les nouvelles technologies. Je ne sais plus très bien ce qu'aujourd'hui, nouvelles technologies pourrait vouloir dire. Bon. Donc, de quoi parlons-nous ici? Nous parlons de Karine Riahi, qui, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, est spécialisée dans tout ce qui est le juridique des médias, de l'entertainment, et moi-même, qui n'ai pas été toute ma vie avocat, puisque j'ai notamment, alors je le dis non pas pour parler de moi, mais simplement parce que ça peut avoir un intérêt pour la suite. Il se trouve que j'ai géré 2 maisons d'édition de livres dans une vie antérieure. J'ai ensuite été membre du directoire de la SACEM pendant 5 ans, puis président de la DAMI pendant 2 ans, avant de reprendre la robe d'avocat. Voilà, donc ça, nous sommes assistés pour ce faire de 2 collaboratrices et une 3e qui va nous rejoindre. Donc c'est une équipe de 5 spécialisée dans ces questions. Pourquoi aujourd'hui, plus particulièrement, cette histoire le problème juridique est prégnant? La raison, je crois, elle est assez simple. Il faut la chercher dans le droit lui-même. Il y a un premier point qui est flagrant, évident et patent, c'est que le droit est toujours en retard par rapport aux faits. On ne peut en effet décider sur le plan législatif ou réglementaire qu'à partir du moment où il y a un événement qui vous amène à le faire. Cette espèce de décalage entre les deux, il est plus ou moins prégnant selon les domaines, mais néanmoins il génère en permanence des nécessités d'adaptation par la nature même de ce que je viens de dire, d'accord, entre la réalité que vous vivez tous les jours et le droit qui va s'appliquer à cette réalité qui court derrière en quelque sorte. C'est très flagrant. Si vous regardez par exemple l'évolution du droit d'auteur, le texte, alors je ne vais pas vous embêter avec ça, mais le texte fondateur, c'est 1957, d'accord? Bon. Ensuite, c'est 1985 avec la loi Lang. Et qu'est-ce que fait 85? C'est simplement mettre dans la loi des pratiques qui s'étaient développées, faute justement de mécanismes législatifs. Ensuite, la courbe devient exponentielle et les délais se raccourcissent. Ça vous rappellera quelque chose, car dans vos spécialités, c'est la même chose. Et on arrive en 2001, c'est la grande époque, les années des directives européennes. Donc l'Europe reprend la main. Mais je rappellerai que la première directive Télévision sans frontières, qui est devenue depuis les services médias audiovisuels, ne parlait pas, si vous voulez, des services à la demande. C'est quand même intéressant à noter. À l'époque, on s'était dit, oh là là, non, service à la demande. Alors, near VOD, oui, si on veut, mais alors, pure VOD, ça, c'est bon. Donc, on voit bien cette espèce de décalage. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je voudrais indiquer sur l'importance du juridique, c'est que ce droit d'auteur, donc, il a été façonné, et il continue d'être façonné sur des liaisons qui sont aujourd'hui en train d'exploser, compte tenu du transmédia et de la possibilité, si vous voulez, de distribuer, de produire le contenu de manière tout à fait différente. Qu'est-ce que c'est qu'un auteur aujourd'hui? Quand on passe d'un média à un autre, qu'est-ce qui se passe? Quand l'œuvre est transformée, le premier auteur, il devient quoi? Etc., etc. Je ne développe pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que les schémas existants aujourd'hui sont des schémas un tout petit peu dépassés, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'on peut apporter? D'où la nécessité, me semble-t-il, d'avoir en permanence dans vos entreprises, quand vous vous attaquez à ces services et à ces développements, d'avoir une assistance juridique qui vous permette, si vous voulez, d'accompagner ce mouvement. Alors, pourquoi nous plutôt que les autres? Alors évidemment, chacun va dire, bah oui, on est le meilleur, on est plus réactif, etc., etc. Bien sûr. Peut-être quelques points, 4 points peut-être plus particulièrement me semble-t-il intéressant. Le premier, c'est la spécialisation dont on a parlé tout à l'heure. Nous sommes vraiment spécialisés dans les médias, dans l'entertainment, et ce depuis des années. Mais également, autre caractéristique, il se trouve que par exemple moi-même, je travaille beaucoup
sur tout ce qui est le droit de l'informatique, sur le cloud, sur les SaaS, etc. Ça, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, où véritablement la numérisation d'une part et la convergence, enfin, je rappelle que le premier livre de l'Union européenne sur la convergence date de 1985, donc c'était prémonitoire, mais ça, bon, bref. Donc aujourd'hui, on y est, et je pense que ce que nous pouvons apporter, nous, chez KGA, pour vous, c'est cette espèce de liaison entre la tradition, si je puis dire, Media Entertainment, et le côté nouvelle technologie, pour reprendre un terme un peu ancien. Le deuxième point, c'est ce que Lydie a signalé, c'est l'aspect formation. Nous sommes en permanence en train de nous mettre au courant, si je puis dire. Et Karine en est un très bon exemple, qui fait des formations Dixit en permanence. Et ça, c'est l'épreuve du feu, c'est-à-dire qu'elle est face à des professionnels, elle doit répondre à leurs questions, ce n'est pas un cours comme ça, magistral, et voilà. Bon. Et donc ça, c'est un point qui est très important pour nous. Elle a écrit un livre sur ce sujet. Nous donnons des conférences, nous faisons des articles. Bref, nous essayons de nous mettre au maximum dans la réalité de ce qui se passe. Le troisième point, et probablement par l'expérience que je vous ai décrite, c'est que je crois que nous connaissons peut-être mieux que d'autres l'entreprise. Moi, j'ai été dans des entreprises et j'ai géré des entreprises. Je n'étais pas directeur juridique. J'ai par exemple été directeur général des éditions Fouché, qui était une édition qui à l'époque était dans le groupe Hatier, qui est devenu Hachette. Donc j'ai tendance à penser que, je ne parle pas de la gestion collective, qui est une forme d'entreprise un peu particulière, mais j'ai tendance à penser que j'ai une certaine connaissance, d'accord, du monde de l'entreprise et de ses obligations et de son fonctionnement. Ça n'est pas forcément ce que vous trouverez dans tous les cabinets d'avocats. Enfin, le quatrième point sur l'avantage, c'est le côté international. Et je trouve que la réunion d'aujourd'hui le démontre, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'Europe, hein, je crois, Lydie, pas seulement française. Cette dimension, elle est totalement incontournable. Il se trouve qu'au cas particulier, Karine et moi, on se complète assez bien parce que si Karine a plutôt une spécialité plutôt française, il se trouve que j'ai de très nombreux clients de l'autre côté de l'Atlantique. Je travaille beaucoup pour les studios, je travaille beaucoup pour les Américains, et ceci me donne quand même deux choses. La première, une vision assez claire et nette d'un système culturel et juridique très différent du nôtre, mais surtout la deuxième, c'est la capacité d'apporter cette expérience à des acteurs français, comme vous, à des entreprises de l'audiovisuel, qui, tôt ou tard, un jour ou l'autre, peuvent être confrontés avec des logiques de négociation avec des Américains, des coproductions, etc. Voilà en gros ce que je voulais dire, et je remercie le pôle média de m'avoir donné cette opportunité de nous présenter et de présenter nos pratiques. Merci Patrick. Tu aurais pu rajouter que vous avez la plus belle terrasse sur les Champs-Élysées et qu'en plus ils nous invitent à voir le défilé du 14 juillet de leur terrasse. Ça, c'est un argument de vente. Ça, à mon avis, c'est le seul argument que j'ai raté, mais c'est le meilleur, hein, ça, il n'y a aucun doute. Vous êtes d'ailleurs tous invités dans la limite du balcon, c'est-à-dire de sa capacité de soutenir tout le monde. Merci Patrick. Alors, les deuxièmes experts, et là, vraiment, on est au cœur d'une des passions du pôle, qui est le développement durable. Catherine, si tu veux venir nous rejoindre. Donc, Catherine Puiseux-Cacpo, avec qui on travaille, qui est donc d'une petite société qui s'appelle TF1, et Verdicité, si vous voulez bien venir tous les deux. Donc avec Catherine, on travaille depuis un certain temps dans un collectif qui s'appelle Ecoprod, dans lequel il y a pas Pierre-Marie, mais le CNC, représenté par Baptiste Henneman et Thomas Grosperrin, dans lequel il y a TF1, dans lequel il y a France Télévisions, Audience, qui encore la commission du film Île-de-France et la région PACA. Et on a beaucoup développé, surtout sous ton impulsion, vraiment. Hein, on bosse très fort, tous, et très gratuitement. Et on s'est dit qu'au sein du pôle, nous, on était arrivés un petit peu au bout de l'accompagnement, puisque vous savez qu'on a formé, et ça, c'était vraiment une de nos ambitions, on a formé 20 boîtes du pôle sur les 2 dernières années. Et maintenant, on ne peut pas aller plus loin avec eux, donc... on
on a cherché des experts et on les a fait rencontrer à l'épreuve du feu, c'est-à-dire à l'épreuve de Catherine, pour qu'ils soient un peu validés et qu'on soit sûr qu'ils puissent vous accompagner au mieux dans la démarche éco-prod et développement durable. Merci. Bon, tu as tout dit sur EcoProd en fait. L'objectif, quand on a créé ce collectif il y a 6 ans, c'était que la question environnementale pénètre le monde de l'audiovisuel, parce qu'il y avait toujours cette ambiguïté de beaucoup parler dans les contenus du thème de l'environnement, mais de s'en préoccuper fort peu dans tous les process de production. Donc moi, en étant à TF1, j'avais ça sous les yeux, c'était assez criant. Et c'est pour ça que tous ensemble, parce qu'il faut être nombreux autour de la table pour se lancer dans une démarche comme celle-là, on a créé EcoProd fin 2009, je crois, avec Lydie qui était déjà dans l'aventure, hein, tout au début de cela. Donc on a développé des outils. Notre objectif à nous, grandes structures publiques ou privées, ou petites structures d'ailleurs, mais représentant un grand nombre d'intervenants, c'est de mettre des outils gratuitement à disposition de la filière, de la filière très large aussi des TPE, les toutes petites entreprises. Donc sur le site EcoProd, vous trouvez un calculateur carbone qui vous permet de mesurer rapidement les émissions de gaz à effet de serre d'une production. Vous trouvez des fiches pratiques, des guides, etc. Et puis il y a eu, donc il y a 2 ans maintenant, cette initiative portée par le pôle notamment, de création d'une charte pour les prestataires, donc qui ne s'adresse plus seulement aux équipes qui vont aller tourner, mais aux prestataires qui fournissent les matériels et les prestations elles-mêmes, puisque très souvent, finalement, l'empreinte écologique, elle est portée par ceux qu'on loue ou par les services que l'on s'adjoint. Donc là, c'est un grand succès, vraiment, tu as eu raison Lydie, sur cette aventure, puisqu'il y a désormais plus de 60 signataires au total, dont 20 à l'intérieur du pôle. Hein. Voilà. Alors, pour passer de l'intention aux actes, c'est pas facile du tout. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'experts et de médiateurs, parce qu'au-delà du fait de dire je vais faire une production zéro carbone ou je vais réduire dans ma structure mon empreinte écologique, il y a tout un tas de choses à décliner sur le thème de la gestion de l'énergie, des déchets, des transports, et donc c'est cette démarche-là qu'on accompagne. Et puis dernier mot, moi ce que j'espère faire à TF1, puisque la boucle vertueuse n'est pas encore complètement fermée, c'est que mon directeur des achats tienne compte par exemple du fait qu'un prestataire ait signé la charte EcoProd pour que cela rentre comme un paramètre dans la réponse, un paramètre positif bien sûr, dans les réponses aux appels d'offres. C'est de la même façon aussi que le CNC examinera de plus en plus attentivement les démarches au moment de gérer ou de décider du financement d'une production audiovisuelle. Donc le CNC avec nous, financeurs, réfléchit aussi de cette manière. Donc voilà, on est au milieu du gué, on a les outils, mais il manque une véritable appropriation par les destinataires de ces outils, et il manque encore une boucle complètement vertueuse dans la manière de financer et d'inciter. Donc voilà pourquoi nous avons besoin de vos services, messieurs. Alors, merci de nous laisser la parole. Donc je m'appelle Thierry Mauban, je représente la société Verdicité, que j'ai cofondée avec Christophe, ici présent. Et puis on va vous présenter un peu la démarche qu'on a imaginée avec Lydie. Voilà, donc d'abord peut-être l'entreprise, donc c'est la diapo suivante. Donc on n'est pas nombreux puisqu'on est 15 personnes, 15 opérationnels. Donc ce sont des ingénieurs environnement pour l'essentiel et qui interviennent sur l'ensemble du territoire, puisqu'en fait on est divisé en 3 petites équipes, le siège étant à Montreuil, donc on est voisins. On intervient avec les collectivités locales beaucoup. Vous avez là un petit peu une liste des domaines d'intervention, donc on fait des bilans carbone, mais notre cœur de métier c'est quand même les déchets, et on est très spécialisé sur cet aspect-là, qui présente l'avantage d'avoir un côté très concret d'approche de l'environnement, parce que voilà, la pollution de l'air, finalement c'est moins concret. L'eau, c'est aussi une spécialité, un autre métier. Nous, on approche les déchets comme angle d'approche, et finalement, ça nous permet d'avancer de façon très concrète. Donc, que dire, on existe depuis 15 ans, et puis ensuite, on peut regarder nos références un petit peu pour voir un peu mieux ce qu'on fait. Voilà, donc des collectivités locales, mais aussi des entreprises. L'université Paris-Ouest, par exemple, qui a une référence récente,
où on a travaillé sur l'intégralité des déchets produits et beaucoup sur le gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est un thème en fait qui est pas mal présent dans les médias et sur lesquels on a été dès le début. On y travaille en ce moment avec Pleine Commune qui est représentée ici, je crois, avec une mission en ce moment pour les collèges de Pleine Commune. Donc gaspillage alimentaire, voilà, Super U, donc déchets de la grande distribution, l'Assemblée nationale où on a été voir aussi comment on pouvait faire mieux sur les déchets, etc. Voilà, encore d'autres, voilà. Alors là on voit des institutionnels, on travaille beaucoup avec l'ADEME, avec des éco-organismes. Tout ça pour vous dire qu'on va être compétent sur différents types de déchets. Et puis on peut peut-être après regarder, alors voilà les motivations en fait, hein. On évoquait tout à l'heure la commande publique qui de plus en plus intègre dans les critères d'appel d'offres la dimension environnementale. Ça c'est hyper important et un petit logo comme EcoProd sur une proposition, ça peut faire pencher la balance à un certain moment. Voilà, donc il y a aussi une réglementation qui évolue et à laquelle il convient de se mettre à la page, donc notamment sur les biodéchets. À partir de 50 couverts, il y a une obligation réglementaire de valoriser les déchets de la restauration. C'est récent ça et tout le monde ne le sait pas peut-être. Voilà, le tri des 5 matériaux, ça vient de sortir. Donc les entreprises de 100 salariés aujourd'hui sont obligées de mettre en route le tri du papier, des métaux, du verre et du bois. Ça, c'est maintenant. Et puis, en 2018, ce sera 20 salariés. Donc, ça va toucher tout le monde très vite. Tout ça pour vous dire qu'on a imaginé une démarche qu'on a voulu la plus concrète possible avec Lydie. Et donc, on a décidé de ne pas travailler depuis nos ordinateurs en rendant simplement un rapport de diagnostic, mais d'être avec nos interlocuteurs sur le terrain, sur les plateaux, pour voir où sont produits les déchets, dans quelle quantité, les caractériser s'il y a lieu, et regarder comment est-ce qu'on peut les valoriser au mieux. Et puis avec un principe de base qui est celui de réduire les quantités d'abord, hein, puisqu'en fait c'est bien de valoriser, c'est encore mieux de ne pas produire le déchet, et là il y a plein de leviers à activer. Donc c'est ça notre ambition en fait, c'est de vous permettre de faire mieux, de faire moins de déchets, de mieux les valoriser, et aussi de baisser vos factures, parce qu'en fait les déchets c'est d'abord une facture d'élimination et de traitement, c'est aussi plein de coûts induits, et là on parle du principe de l'iceberg, avec les coûts visibles qui sont les factures déchets, et puis tous les coûts invisibles qui sont le personnel qui va rentrer, sortir les contenants, qui va gérer les bons de les bordereaux de suivi de déchets, etc. Donc tout ça, c'est des coûts vraiment importants et qu'il est facile de réduire. Et ensuite, on va pouvoir aussi aider ceux qui le souhaitent et qui ont des quantités suffisantes à passer des marchés, à consulter pour trouver le meilleur opérateur, celui qui va leur permettre de valoriser au mieux, celui qui va le faire aussi au moindre coût. Et là, quand on se penche sur la question, il y a aussi beaucoup à faire parce que l'opérateur, moins vous triez, plus il va vous facturer cher et plus il va être intéressé. Hein, donc ça, il ne faut surtout pas attendre d'un opérateur de ramassage des déchets, de vous aider à faire moins de déchets où elle est triée. Son intérêt, c'est de vous facturer au prix du déchet le plus dangereux qui se trouvera dans votre contenant. Donc on va savoir aussi vous aider là-dessus à faire un minimum de séparation en fonction des moyens de chacun pour arriver à valoriser au mieux ces déchets et donc à faire baisser la facture. Bon voilà, et puis après en termes d'accompagnement, on propose de fonctionner en coaching hein, avec les interlocuteurs qui nous seront désignés dans les structures et puis d'aller avec eux, de se déplacer très concrètement, très physiquement et de les accompagner sur un programme qu'on va se donner à la mesure des moyens qui sont les vôtres pour avancer sur un programme d'amélioration dont on va suivre aussi petit à petit les actions avec des indicateurs qu'on aura définis. Et puis, pour que ça puisse après être mis en valeur. Donc, si vous avez des rapports développement durable, eh ben, on va aussi savoir s'inscrire dans les objectifs que vous vous êtes donnés et les mettre en valeur. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je crois, Catherine, que tu dois nous quitter, toi. Tu as quelques obligations
à la chaîne. Écoutez, merci beaucoup à Verdicité, puis donc ils sont là. Vous restez toute la journée, donc vous pourrez aller les voir. Tout à l'heure, Pierre-Marie n'a pas précisé, mais effectivement, dans les aides aux industries techniques, grâce à la collaboration qu'on fait depuis longtemps avec le CNC au sein de ce collectif, le CNC a mis une aide écologique, le terme est un peu inapproprié, mais enfin, vous comprenez ce que ça veut dire pour les industries techniques. Et donc, entre autres, je connais une très belle entreprise qui est juste à côté, TSF, qui a pu en bénéficier, donc être plus vertueux et développement durable.